je pense que la question de la sécurité humaine ne doit pas être un terrain d'expérimentation et que c'est seulement si ces initiatives régionales vont être efficaces qu'elles doivent être autorisées à intervenir. Ce sont des interventions qui sont trop souvent axées sur la transition politique. Ce qu'on observe, c'est que régulièrement, c'est des interventions qui vont permettre d'organiser le processus de transition politique, donc l'organisation des élections, et puis après l'organisation des élections, malgré le mandat large de ces opérations, on a comme un relâchement de l'assistance internationale, comme si la transition démocratique et politique était suffisante. Et donc, à mon avis, l'intervention internationale manque de contenu, manque un contenu qui va au-delà du paradigme sécuritaire, en ce sens que, comme on en discutait encore tantôt sur la question de la MONUSCO ou de l'intervention en RDC, aujourd'hui on en a encore à s'interroger si Kabila va se représenter ou pas, alors que c'est un enjeu qui était réglé depuis très longtemps par les accords de transition, par la Constitution qui avait été adoptée au lendemain des élections de 2006. Donc, simplement parce que la communauté internationale semble beaucoup plus s'intéresser à la légitimation des pouvoirs en place et non finalement à la sécurité humaine en termes de justice sociale, de respect des droits fondamentaux et surtout des droits économiques sociaux des populations, parce que c'est un enjeu majeur des différentes crises africaines. Donc ce qu'on observe, c'est comme le mandat de la MINUSCA ou la MISCA le prévoit encore, l'opération aura une durée d'une année et la résolution est très claire, c'est de faciliter tout de suite la transition politique à la tête du pouvoir. Personnellement, je pense que on peut, pour le moment, travailler avec la présidente de transition actuelle, travailler sur des problèmes de fond de la République centrafricaine et non simplement organiser de nouvelles élections qui très souvent vont être contestées. Les interventions qui manquent aussi de neutralité, si l'on considère que les principaux intervenants ici, dans le cadre de la RCA, sont la France, une ancienne puissance coloniale, qui est considérée comme ayant des intérêts et qui est la première à presser pour qu'il y ait une intervention internationale. Bien sûr, pour protéger les civils, mais pas seulement, parce que la France a des intérêts majeurs en RCA, ses compagnies minières notamment. La question aussi de la neutralité du Tchad. Le Tchad est considéré comme un faiseur de roi en République centrafricaine depuis le renversement de Patassé par Bozizé et y compris même dans la rébellion qui est née autour des années 2011. Donc, est-ce qu'il est légitime pour ces acteurs d'être une nouvelle fois impliqués et même d'avoir un rôle central dans ces processus d'intervention? On a vu que les militaires français avaient un ressentiment contre les militaires français qui est né aujourd'hui à Bangui, parce que soit on considère qu'ils protègent les chrétiens contre les musulmans, etc., ou qu'ils ne font pas assez. Donc c'est tout le problème de l'intervention internationale aujourd'hui. Il y a également le problème des mandats. Les mandats sont, comme je vous l'ai dit tantôt, orientés vers la transition politique, ne vont durer que quelques temps seulement, et cela ne permet pas justement de toucher du doigt toutes les réalités, toute la complexité du conflit en Centrafrique aujourd'hui. Alors, en guise de conclusion, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut tout simplement se dire pour l'intervention internationale, on n'en a pas besoin? Il y a un vrai besoin d'intervenir. Comme je vous l'ai dit, je suis moins favorable à l'ingérence, mais une ingérence qui, de mon point de vue, doit aujourd'hui être mieux organisée, non seulement en termes de prévention, mais également en termes de structurer l'intervention de manière à ce qu'elle soit efficace et ce qu'elle soit utile. Et donc, cela implique probablement de sortir du paradigme sécuritaire de l'intervention internationale. Et la question que j'ai envie de vous poser en terminant, c'est peut-on vraiment considérer aujourd'hui qu'il y a un État en Centrafrique?
est-ce que finalement la notion d'État même ne se greffe pas mal ou difficilement au contexte africain, au contexte de la République centrafricaine? Est-ce que ce n'est pas un État qu'il faut reconstruire à partir d'un point zéro jusqu'à une certaine consolidation? Et si on considère qu'il n'y a pas totalement, il n'y a absolument pas d'État en République centrafricaine, je pense que cela appellerait à sortir ce que j'appelle le paradigme sécuritaire de l'intervention internationale, qui consisterait simplement à retrouver la stabilité au niveau régional, stabilité qui est très généralement précaire parce que les problèmes sociaux et politiques de fond ne sont pas réglés de manière définie. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de vous écouter sur ces différents points. À vous la parole. Je vais prendre les tours de questions, commentaires. Oui, Loïc. Je trouve que vos propos en conclusion sont parfaitement dans ce que j'avais en tête. Là. Dans le fond, que la notion d'État, peut-être dans les interventions, n'est pas tellement adéquate, je dirais. Que la responsabilité de protéger serait peut-être mieux pensée en termes d'enjeux et non en termes d'État. On voit souvent une certaine rhétorique dans les conflits récents en Afrique, par exemple au Soudan du Sud, dans les facteurs internes, toujours les ressources naturelles, la gouvernance politique qui revient. Donc peut-être élaborer une stratégie plutôt régionale, globale, non seulement d'intervention, mais de prévention au niveau de l'Afrique. Ce serait une bonne idée. Puis justement, les récentes initiatives SENSAD puis FOMUC, qui a transformé en Mycopax, mais je crois que c'est une bonne façon pour les Africains justement de prendre en main des enjeux qui leur sont propres. C'est plutôt un commentaire plus qu'une question. Oui. Vous avez parfaitement raison. Je suis d'accord avec votre analyse. Pour les interventions sous-régionales, ma préoccupation, je pense que oui, les interventions sous-régionales pourraient être perçues davantage comme plus légitimes que les interventions d'ex-puissance colonisatrices. Et ce sera une bonne chose pour ces organisations africaines d'acquérir de l'expérience en matière de maintien de la paix. Mais est-ce que finalement elles ne sont pas très outillées très souvent pour réagir parce que il n'y a pas un nombre suffisant souvent dans ces opérations, un nombre de militaires suffisant pour réagir et surtout attendre et prévenir les exactions contre les civils. On a parfois l'impression que ces opérations sont complices des différents coups d'État parce que vu la manière dont les deuxième et troisième guerres civiles ont eu lieu en Centrafrique, on se doute, on peut questionner l'efficacité de la FOMUC, de la Mycopax, et puis donc l'inquiétude, c'est finalement qu'au sein de ces missions, certaines puissances régionales comme le Tchad tirent certaines ficelles. Et c'est problématique à cet égard, et je pense que oui, il faut qu'elles gagnent en expérience, qu'elles sont légitimes, mais qu'elles démontrent également qu'elles sont efficaces. Et très souvent, elles dépendent beaucoup de l'assistance de l'Union européenne, de la communauté internationale. Et donc, quand ces pourvoyeurs de ressources, de capacités techniques et logistiques ne sont pas impliqués à fond, on connaît les dérives qu'on a pu observer. Merci. Julien Perret, je suis membre du CEDIM. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très clair. Et je voudrais m'excuser parce que je vais devoir vous quitter avant la fin, parce que j'ai cours de l'autre côté du campus à 14h. Mais j'avais une petite question, un peu d'information, parce que je vous avoue que je ne connais pas du tout la situation en République centrafricaine. Ces interventions, elles ont lieu à la demande des autorités légitimes, on va dire, puissent-elles critiquées en place. Autrement dit, on est plutôt dans une situation comme le Mali, ou on est plutôt dans une situation comme la Libye, où les interventions se font sans aucun appel à l'aide, on va dire, des autorités. Ça, c'était une première question d'information, parce que je
j'ai peut-être pas été assez attentif, mais je suis passé à côté de ce point. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit paradoxe dans votre proposition, c'est-à-dire d'élargir le mandat de ces interventions et qu'elles ne soient pas seulement orientées vers un objectif sécuritaire ou un objectif de maintien de l'ordre, mais qu'elles visent également à reconstruire toute une série d'infrastructures étatiques. Le paradoxe est le suivant, si même en cas de mandat assez limité aux questions sécuritaires, la neutralité des intervenants est sujette à caution, j'ai un peu l'impression que avec un mandat beaucoup plus large qui touchera au fondement même de l'État centrafricain, ce problème de neutralité va se poser, va être radicalisé. Donc je ne vois pas très bien, est-ce que vous aviez là une solution peut-être pour éviter cet écueil? De manière plus générale, est-ce que la construction ou la reconstruction étatique doit passer par une intervention extérieure? J'ai quand même le sentiment que les exemples contemporains de reconstruction d'États faillis menés à partir de l'étranger sont des échecs. Et j'ai quand même plutôt le sentiment qu'un tel processus doit nécessairement être immanent, enfin doit venir du pays en tant que tel. Mais bon, voilà, c'était juste pour avoir votre avis sur ce point. Oui, vos commentaires sur la dernière question sont tout à fait justes. Le paradoxe, comme je le dis, la résolution du 10 avril, c'est vraiment une résolution qui, à mon sens, vise absolument la reconstruction de l'État centrafricain. Et ça prévoit un mandat beaucoup plus large qu'une dimension sécuritaire. Le problème est au niveau de l'opérationnalisation de ces différents mandats. C'est comme je vous l'ai dit, la résolution de 2010 fixe la durée du mandat à la MINUSCA doit fonctionner jusqu'au 30 avril 2015 et on exige de manière rigoureuse, le Conseil de sécurité exige que les autorités de transition aient tenu des élections avant la fin de ce mandat. On a donc l'impression que la communauté internationale va se satisfaire de la tenue des élections et donc va envisager le retrait de la mission, comme si la tenue d'élections, la transition démocratique à la tête de l'État était suffisante. C'est ça l'enjeu. Mais la résolution est beaucoup plus large en termes de mandat, parle de la reconstruction de l'État, l'État de droit, de la protection des droits fondamentaux. Et ça encore, c'est des missions qui vont être assumées par la communauté internationale. Et donc, à mon avis, la consolidation de la paix doit prendre beaucoup plus de temps. Et donc, elle n'a pas nécessairement à se dérouler à l'intérieur, dans le cadre d'une intervention internationale ou d'une mission internationale. Mais elle peut avoir lieu par le biais de la coopération internationale et de manière préventive à la résurgence de ces problèmes, notamment qu'est-ce qu'on fait des crises économiques de la République centrafricaine, de la construction de l'État, non seulement en termes de consolidation du pouvoir central, mais d'institutions qui reposent sur la prééminence du droit, et qu'on ne soit pas tout le temps en présence de la remise en question de l'ordre constitutionnel. Donc, à mon avis, c'est des préoccupations qui méritent un travail de fond qui, je vous l'accorde, bien sûr, n'a pas à avoir lieu uniquement au sein des interventions internationales à but sécuritaire. Donc il faut que la communauté internationale s'intéresse à ces États beaucoup plus tôt et travaille vraiment de manière plus rigoureuse sur la mise en place des conditions économiques beaucoup plus propices au développement social, un développement social beaucoup plus inclusif pour la société centrafricaine. Donc je ne conteste pas le fait que c'est des opérations qui ont des mandats élargis au-delà de la sécurité, mais dans leur mise en œuvre, il y a, à mon avis, un problème. Sur la question de... est-ce que c'est des interventions? Très souvent, oui. C'est des interventions à la demande de l'État centrafricain. Presque tous les gouvernements qui sont en proie à la rébellion appellent d'abord à l'assistance de la France et les États-Unis. Et ce qui est paradoxal, c'est que lors de la récente rébellion, Bozizé a appelé à l'intervention de la France, donc avec le changement de gouvernement. La France, par le passé, est intervenue aux côtés des pouvoirs en place pour consolider ses pouvoirs, les garder, les maintenir. Mais avec le changement de pouvoir en France, j'imagine que François Hollande a adopté une approche différente, c'est de ne pas soutenir les
pouvoir considérés comme illégitimes à partir du moment où il n'y avait pas une autorisation explicite de congé de sécurité. Alors effectivement, comme je vous l'ai expliqué, l'autorisation de congé de sécurité est arrivée beaucoup trop tardivement dans le cas d'espèce. Donc c'est très souvent, et à l'heure actuelle, tout le processus qui est en place est appelé par le Conseil national de transition de la République centrafricaine. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Puis, moi, je me demandais par la suite à une des questions qui est survenue, du fait, est-ce que cette possibilité-là est-ce qu'il y a une volonté de vouloir régler ça de façon régionale? Parce que si en même temps on prend l'exemple de la République démocratique du Congo, je me dis, déjà à l'interne, la difficulté de régler le conflit est immense. Si on se met à prendre les intérêts régionaux, je pense que les intérêts du Rwanda, avec le pillage qu'il y a eu, ça augmente en plus la complexité de vouloir stabiliser la région en général. Et je me demandais, est-ce qu'il y a cette volonté-là comme processus? Je sais pas. Une volonté au niveau régional à l'Afrique ou une volonté au niveau interne aux États eux-mêmes? Ça peut aller dans les deux sens. Oui, au niveau régional, il faut dire qu'au niveau de l'Union africaine, qui a remplacé l'Organisation de l'Unité africaine, on a tout un conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui travaille donc sur ces questions et qui s'est donné par exemple pour mandat d'empêcher les changements anticonstitutionnels de pouvoir. Tout de suite, il y a eu une prise de pouvoir en RCA, le régime en place a été exclu de l'Union africaine, mais ces sanctions ne sont pas efficaces parce qu'il suffit qu'une élection légitimement soit organisée pour que le Méguière qui était banni soit réinstauré au sein de l'Union africaine et devient un collaborateur de l'Union, ce qui pose un problème de cohérence. Disons qu'au niveau, il y a une volonté aujourd'hui de régler les problèmes africains à l'africaine, mais il n'y a pas les moyens qui vont avec. Par exemple, vous avez sur le continent beaucoup de situations de conflit et l'Union africaine a très peu de ressources financières pour s'engager auprès de ces États de manière beaucoup plus forte et pendant longtemps. Et donc c'est un problème, c'est un gros problème à la solution régionale africaine. C'est le manque de ressources, c'est le manque de capacité dans ce type de situation. Et au niveau interne des États africains, c'est toute la question que je posais en fin de mon propos. Est-ce que la notion d'État peut-elle vraiment se greffer à l'Afrique parce que ça postule d'accepter les règles de jeu démocratiques, la prééminence du droit. Or, on voit qu'en Afrique, l'ordre constitutionnel est contesté au gré de considérations ethniques, économiques, et donc la faiblesse de l'État généralement fait en sorte que toutes ces revendications deviennent des occasions de rébellion et de renversement de l'ordre constitutionnel. Donc, la construction de l'État à la République centrafricaine, comme beaucoup d'États africains, sont très jeunes, de 50 ans en moyenne. Donc, la culture politique n'est pas encore très ancrée. Du respect de la règle de droit, ce n'est pas encore le cas. On observe qu'il y a une patrimonialisation du pouvoir, une volonté de gérer le pouvoir, la chose publique comme la chose privée. Donc, est-ce que peut faire l'intervention internationale c'est tout l'enjeu. Je veux bien que la communauté internationale intervienne, mais c'est vrai que si au niveau interne il n'y a pas un effort, et la question que je pose c'est ça, est-ce qu'on doit toujours penser les communautés africaines en termes d'État, et est-ce que la décolonisation y est pour quelque chose peut-être? Parce que si on observe bien, la plupart du temps, c'est les puissances colonisatrices qui ont fait pendant longtemps les pouvoirs qui existaient en Afrique. Et donc ceux qui avaient
une réelle conscience de l'État, ou du moins les jeux démocratiques ont été souvent écartés parce qu'assassinés. Je vais parler du cas du premier père fondateur, mais c'est un peu le cas dans la plupart des, au Burkina Faso, au Cameroun ou ailleurs. C'est des situations que l'on a pu observer. Et donc, peut-on penser l'État en Afrique de la même manière qu'on le penserait en Occident ou ailleurs? Quand on observe la réalité, à mon avis, c'est difficile. Je ne sais pas par quel moyen en sortir. Est-ce que la notion d'État-nation peut se greffer vraiment de manière durable à l'Afrique, à certains pays africains? J'ai pas de réponse à ce sujet. Merci. D'autres questions? Dans ce cas-ci, je vais y aller. Merci pour le dernier commentaire, en fait. Je m'intéresse, dans certaines parties de mes travaux, en fait, à la narration, à la façon dont on expose les problèmes. Parce qu'à chaque fois, la façon dont on va exposer un problème, ça sous-tend souvent un diagnostic, mais qui dépasse, en fait, vraiment ce qu'il y a dans le narratif explicite, c'est-à-dire la façon dont on va... La façon de cadrer le problème, ça dépasse bien souvent, en fait, ce qu'on fait comme analyse explicite. Vous avez parlé notamment, en fait, de la distinction, d'établir une distinction entre les facteurs externes et les facteurs internes. C'est une manière classique, 99% de ce type d'analyse-là va faire exactement le même type d'analyse. Et je me questionnais, en fait, au moment de votre intervention sur la question suivante. Est-ce qu'on peut vraiment distinguer les facteurs externes et les facteurs internes? Et qu'est-ce que ça signifie fondamentalement que de faire la distinction entre ces deux facteurs-là? OK, je m'explique. C'est que parmi les facteurs internes, peut-être, lorsqu'on fait une analyse qui est plutôt contemporaine, on a bien souvent tendance à sous-estimer ou à passer les facteurs historiques de manière assez rapide, comme vous l'avez fait, mais bon, c'est pas une critique, en fait, c'est peut-être plus une réflexion que je veux lancer. Donc, on va évoquer très rapidement, par exemple, le processus colonialiste qui est vraiment à l'origine, en fait, de la situation actuelle, ne serait-ce que de la distinction, la délimitation des frontières, ne serait-ce que le choix qui est fait de faire un État, une nation, justement, et je renvoie à votre dernier commentaire, tous les aspects néo-coloniaux, en fait, l'ingérence historique de la France, les interventions régulières, vous avez qualifié le Tchad de faiseur de roi. Donc le Tchad était aussi, selon les périodes, souvent l'allié de la France. Donc il y avait des intérêts géopolitiques dans tout ça et le résultat, c'est le résultat qu'on a. Or, là, ce que je disais, est-ce qu'on peut vraiment distinguer les facteurs externes des facteurs internes? C'est que les facteurs internes que vous avez évoqués, par exemple la pauvreté, la gouvernance politique, etc., ben, risquent ou sont fort possiblement influencés par les facteurs externes. Donc, peut-être que ça devient plus difficile de vraiment distinguer les facteurs externes des facteurs internes. Et qu'est-ce que ça signifie, ça, fondamentalement, en termes de diagnostic et surtout en termes de solution? C'est qu'on en arrive peut-être à, disons, dépolitiser ou à occulter le rôle des contradictions occident-tiers-monde ou des contradictions qui découlent du colonialisme et de l'impérialisme. Donc ça, c'est... ouais, je m'en tiendrai là. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Et en fait, la distinction facteur externe, ou bien quand je parle de première, deuxième guerre, moi je pense que la situation en Centrafrique doit se lire dans une sorte de continuum où parfois vous avez toujours les mêmes acteurs, les mêmes lieux, les mêmes motifs qui se reproduisent et qui se répètent. Effectivement, le facteur colonial est important, y compris dans processus de construction de l'État en tant que tel et de la gouvernance politique de manière générale, parce que quand on fait souvent une comparaison entre le monde francophone africain et le monde anglophone, on voit justement qu'il y a des différences en matière d'approche de ce que c'est la notion d'État, une considération de l'intérêt public, de la chose publique est beaucoup plus importante, et on voit qu'il y a moins d'instabilité dans les pays qui ont subi la colonisation britannique en raison de l'approche de l'administration indirecte
Donc tout de suite, les Britanniques ont appris aux Africains anglophones une certaine autonomie, une certaine conscience de l'intérêt public, ce qui a beaucoup manqué les Africains ou les populations du côté francophone ayant été pour beaucoup infantilisés pratiquement, et ça continue de se reproduire aujourd'hui. Donc vous avez raison, il n'y a pas véritablement de rupture entre ce passé colonial et les choses que l'on voit aujourd'hui, et beaucoup de dysfonctionnement de la structure étatique de la Centrafricaine s'explique en partie par cette colonisation. La France et la Belgique, de manière générale, ont été considérés comme des mauvais colonisateurs. Cette analyse est tout à fait pertinente. Bon, c'est des classifications pour les causes de l'exposé et de la pédagogie, mais sans prétendre qu'il y a des cloisons étanches. Bien sûr, il y a des liens entre ces dynamiques internes et externes dans le cadre de Merci. Non, c'est plus. Bon, il y a le problème de l'incurie des États, évidemment, et puis il y a les enjeux régionaux. Effectivement, vous avez parlé du Tchad. Mais au-delà de ça, et quand on voit aussi la faillite en fait des prises de décision de l'Union africaine, on se pose des questions aussi sur tout le problème aussi des leaderships africains. Dans la mesure où en Centrafrique, un acteur aussi dont on a très peu parlé, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui était au tout début aussi, et qui n'a pas été un acteur pacificateur, mais aussi un problème. A été aussi un des problèmes, une des équations aujourd'hui dans la crise évidemment centrafricaine. Et à côté de ça, on se pose toujours la question pourquoi la MISCA n'arrive pas à régler ce problème alors qu'en fait, quand on regarde la géopolitique, disons la géographie plutôt de la Centrafrique, on s'est dit qu'en fait, oui, c'est un problème qui aurait pu encore trouver une solution dans la mesure où on a quand même des forces armées à mesure de pouvoir contrôler très facilement ce territoire. Et là, effectivement, facteur externe, facteur interne aussi, il y a comme une espèce de chevauchement. Bon, là, je fais mélange de tout, de ces deux facteurs, dans la mesure où il y a aussi tout le problème des constructions identitaires. On parle d'État-nation, d'accord. Mais derrière ça, est-ce qu'un Tchadien aujourd'hui, en Centrafrique, derrière ça, quelle est la perception que le Centrafricain de Bangui a du nordiste? Et donc, il y a tout un cocktail, c'est là où je me dis, oui, la Centrafrique est symptomatique des crises actuelles au niveau du continent. C'est plus un commentaire, pas très bien défini là. Et c'est vrai parce que au lendemain de la décolonisation et de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, on a adopté le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Or, la colonisation n'a pas été faite sur une base identitaire, par exemple. Ce qui fait que les découpages territoriaux sont construits de telle sorte qu'effectivement on peut trouver des Centrafricains, enfin des personnes appartenant à la même ethnie de part et d'autre de plusieurs territoires, et c'est parfois un facteur de déstabilisation. Donc l'État ne s'est pas construit en Afrique sur la nation, et ça c'est un problème récurrent, et j'ai parfois tendance à me demander est-ce que la volonté de l'Union africaine, de manière absolue, à préserver ses frontières héritées de la colonisation, n'est pas, on le voit avec la séparation du Soudan aujourd'hui. Donc est-ce qu'on est finalement à l'abri de ces problèmes? Votre commentaire est tout à fait à propos. Il y a une dimension d'appartenance nationale qui parfois n'existe pas. Très souvent, on appartient à l'ethnie, au groupe, à la communauté, qu'à l'État en tant que tel. Ce sentiment d'appartenance nationale n'est pas très souvent travaillé, et cela se comprend si on
considère que parfois les politiques économiques excluent une partie de la population où les richesses nationales ne sont pas équitablement redistribuées et donc contribuent à ce repli identitaire. On a l'impression que les liens sont davantage solides au sein du groupe ethnique qu'à l'intérieur de l'État, et c'est des facteurs de déstabilisation. Et la plupart des conflits de la RCA sont venus du Nord, qui est très souvent, comme je l'ai dit, l'État centrafricain se résume pratiquement essentiellement au centre de Bangui, qui se trouve, vous le voyez, très loin au sud, mais les populations du Nord se considèrent parfois comme étant exclues. Et donc, ça pose le problème d'unité nationale. Est-ce qu'on doit continuer aujourd'hui de penser l'État africain sur le même modèle qu'a laissé la colonisation? Ou est-ce que l'État africain sur un modèle national serait beaucoup plus viable? Je ne sais pas. Donc, c'est autant de préoccupations qui existent aujourd'hui dans le contexte de la RCA, comme beaucoup d'autres. La RCA, à elle seule, compte environ 80 groupes ethniques, tous distincts les uns des autres, qui parlent pratiquement 80 langues différentes. Il y a le Sango qui la langue unificatrice du pays, mais les personnes qui se trouvent au nord, donc les musulmans, sont pratiquement les seuls qui ne parlent pas le Sango, et donc ça en fait une communauté distincte. Les musulmans, mais c'est de manière caricaturale que je le dis, parce que c'est clair que dans une population à majorité chrétienne, on a tout de suite la différence devient tout de suite un problème, surtout dans des situations de conflit comme ça. Donc, ces gens-là sont généralement pris pour cible en raison de leur différence. Mais ce problème religieux, comme je l'ai dit, est né très récemment. Ça n'a jamais été le fondement des crises arabes centrafricaines jusqu'à 2012 ou 2013. C'est quelque part aussi une instrumentalisation de la crise. Et cela a des répercussions négatives au niveau par exemple, d'Al-Qaïda, qui a sorti une position pour dire à la France qu'il participait à un génocide contre les musulmans, ou encore de l'ACMI et de nombreux djihadistes qui se sont prononcés sur l'issue de ce conflit. Donc ça pourrait être un facteur de déstabilisation supplémentaire dans cette crise. C'est une question. Peut-être, avez-vous un mot de la fin ou si on conclut Oui, un mot de la fin, oui. Effectivement, comme je le mentionnais, il faut sortir du paradigme sécuritaire de l'intervention internationale, travailler davantage la prévention des conflits en Afrique. Peut-être les organisations internationales qui soutiennent les initiatives aujourd'hui de paix en Afrique devraient aussi s'occuper pour beaucoup de comment l'Union africaine se finance et se finance de manière durable. Il y a également la place à la justice internationale parce que l'impunité, les exactions qui ont été commises à partir de 2002 n'ont véritablement jamais été réprimées. La seule personne qui a été inculpée dans ces exactions, c'est un Congolais probablement pour des raisons politiques, parce que j'ai le pouvoir de Kinshasa, mais aucun acteur centrafricain n'est présentement poursuivi devant la Cour pénale internationale qui a tout en compétence. Donc il faut aussi que l'intervention internationale, sous des formes différentes que l'utilisation de la force et de la justice internationale, et voie au chapitre. Voilà. Merci. Je remercie notre conférencier et je vous rappelle que vous pouvez être mis au courant des activités du CEDIM par la page Facebook du Centre. Et je souhaite bonne chance à tout le monde pour leurs examens. Merci.